Mesdames et messieurs, bonjour. Avant toute chose, la ministre de la Santé vous prie d'excuser son absence ce matin. Vous n'êtes pas sans savoir que l'actualité est particulièrement chargée pour elle aujourd'hui. Et donc, elle est désolée de ne pas pouvoir nous rejoindre. Mais, pour ma part, c'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans cette enceinte, qui est belle d'ailleurs. Et pour échanger sur un sujet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur à la Haute Autorité de Santé, mais je suis sûre sûrement beaucoup à vous également, dans toutes les institutions où vous travaillez. Peut-être tout simplement dans votre vie quotidienne également. Par exemple, quand un choix thérapeutique est à faire ou quand une préoccupation sociale est à discuter, pour que tout un chacun, un individu, citoyen ou professionnel, ou pour que, en tant que collectivité et nation, nous puissions faire des choix. Et reste que ce n'est pas si simple. Faire des bons choix en santé est difficile et requiert de nombreux savoirs. Et aujourd'hui, on voit que ces savoirs se confrontent et je dirais même parfois s'affrontent. Et nous en avons conscience quasi quotidiennement à la Haute Autorité de Santé. Nous avons pour rôle de produire des référentiels pour la qualité des soins, la qualité des structures offertes aux personnes accueillies, des évaluations à propos des biens de santé, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles ou de santé publique. Alors, heureusement, dans ces trois domaines, il y a des connaissances balisées, dans les produits de santé comme dans les recommandations. Et c'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. D'ailleurs, nous repoussons toujours plus loin les limites de la connaissance. Et pourtant, à chaque fois, derrière les connaissances acquises, il reste encore des conquêtes à faire et des incertitudes. Et ce sont à ce moment-là des trous noirs, M. David Schumacher nous en parlera, des non-savoirs. Nous devons aussi savoir les prendre en compte sans les nier. Comme cela a pu arriver dans le passé, sur l'autisme par exemple, certains s'en souviennent, ou plus récemment, à l'occasion de notre recommandation sur la maladie de Lyme, où nous avons fait le choix de dire qu'il y avait une zone d'incertitude. Alors ces limites sont celles de la science, et elles bougent constamment. Mais il y a d'autres limites qui sont plus sociétales. La période que nous traversons est aussi une période de mise en doute de la production scientifique. La défiance est là et à des seuils rarement atteints, notamment dans la remise en cause des institutions, y compris des institutions de santé, et des expertises. Trop longues, trop abstraites, déconnectées du terrain. Les expertises sont parfois rejetées par ceux à qui elles sont destinées. Et la relative dévalorisation des experts est liée en partie à cela. Elle est également parfois fabriquée par certains acteurs qui voudraient se passer de l'expertise, qui peuvent gêner leurs intérêts. Cela, à mon sens, fait peser un danger sur le fonctionnement même de nos institutions et des agences d'évaluation. Et pourtant, certains procès en cours devraient nous rappeler la nécessité du temps, indispensable à l'expertise, de même que son indépendance. Alors, en regard de ces difficultés, de nouveaux champs de connaissances, de nouveaux outils se déploient. Numérique, big data, intelligence artificielle, savoir expérientiel. Ils constituent un apport majeur, phénoménal à cette expertise, même s'ils peuvent parfois en même temps alimenter la défiance. Je parle du net. Voilà, ce sont ces interrogations qui valaient bien que nous vous proposions de discuter de la construction des savoirs et de leur dialogue, et auxquels ce colloque a l'ambition de répondre. Certainement pas en totalité. On n'épuise pas de tels objectifs en une journée. Mais nous souhaitons nourrir la réflexion, identifier les difficultés à résoudre, tant à l'HAS qu'ailleurs,
et puis faire avancer, faire progresser la place qu'il convient de reconnaître aux acteurs de la société civile dans la construction d'une expertise attendue par nos concitoyens et par nos responsables publics. J'en profite pour me réjouir que le colloque de ce jour soit un événement Patient Included. Alors j'espère que vous partagerez avec nous ces préoccupations, que vous trouverez la meilleure façon d'intervenir, avec ou sans réseau, tout au long de la journée, pour qu'elle soit un succès pour chacun d'entre nous. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Je voudrais garder un petit instant sur scène, si c'est possible, Madame la Présidente, pour prolonger un peu ces mots d'introduction qui posent bien le décor, mais il faut aussi bien poser les enjeux qui sont ceux de ce dialogue des savoirs. Ils sont essentiels aujourd'hui pour l'ensemble des acteurs, on l'a vu, on le verra, et on voit aussi qu'on est aujourd'hui à un moment critique et stratégique de ce dialogue des savoirs. Vous qui êtes présidente de la Haute Autorité Santé, la Haute Autorité Santé, c'est là où par excellence se fait le dialogue, si je puis dire, de ces différentes expertises. En quoi cette confrontation, en quoi ce dialogue des savoirs vous apparaît aujourd'hui, en termes de santé comme dans le social, à un moment à la fois stratégique et critique? Alors, il existe toujours, cette confrontation existe toujours. Elle est particulièrement acutisée aujourd'hui, ces temps-ci. Pourquoi? D'abord parce qu'on voit une multiplication des savoirs, que ce soit tout le numérique qui nous apporte des données, des nouveaux savoirs qu'il va falloir apprendre à intégrer, et puis que ce soit aussi la demande sociétale des patients, des usagers, j'emploie ce terme même si on m'a dit qu'il n'était pas parfait, mais je ne sais pas lequel autre employé, des usagers de nos services sociaux, médico-sociaux, qui revendiquent à juste titre d'être de plus en plus écoutés. Leur savoir expérientiel au travers des maladies chroniques augmente et ils veulent le partager, ils ont bien raison. Et dans ce même temps où ce champ de connaissances augmente, on assiste à une crispation des acteurs et de leurs paroles. Ils s'inscrivent parfois en compétition, en opposition, et c'est là où il y a vraiment un enjeu à pouvoir les intégrer. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, sinon il sera trop tard. Et donc, ça aboutit à cette critique de l'expertise qui est un petit peu larvée, alors que c'est la seule façon, en faisant parler ces expertises différentes, de les faire dialoguer. Et je crois que ces savoirs différents qui augmentent, c'est une vraie chance, à condition qu'ils s'entendent. Alors, la HS, c'est le lieu du dialogue des savoirs, et puis c'est aussi le cadre du dialogue des savoirs. Et ce cadre, il est porté, il est garanti par l'evidence-based medicine, ce schéma de dialogue qui associe les savoirs scientifiques, qui associe les pratiques professionnelles, qui associe les besoins des patients et qui, a priori, offre un cadre idéal de compromis. Or, on voit aujourd'hui que sur un certain nombre de sujets, il est malmené, il a des difficultés à s'imposer. Comment vous expliquez ça? Et est-ce que finalement, il va falloir s'en passer demain dans le cadre du dialogue avec ces nouveaux savoirs et inventer de nouveaux cadres de compromis? Non, et je dirais qu'on est un peu le gardien du temple. L'evidence-based medicine, c'est un triptyque, vous l'avez dit, ce sont les données de la science, des études scientifiques qu'on trouve dans la littérature, c'est les pratiques cliniques et c'est aussi les préférences des patients. On peut d'ailleurs avoir le sentiment que les deux premières composantes sont assez proches et peuvent dialoguer plus facilement. Je peux vous dire par expérience que ce n'est pas toujours le cas. Et que déjà, la confrontation de la littérature scientifique et de l'expérience clinique n'est pas toujours évidente. Et ça, c'est d'autant plus vrai que l'on parle de pratique professionnelle. Mais quand on parle des préférences des usagers et des patients, alors là, on est encore moins avancé dans leur prise en compte, même si on essaye tous de progresser dans ce domaine. Alors, elles sont sous une forme, et nous y reviendrons peut-être, qui n'est pas aussi facile à intégrer que les données de la science, mais il faut qu'on apprenne à le faire. Néanmoins, ce triptyque, c'est un cadre, et on n'en a pas trouvé de meilleur. Donc c'est un cadre qui est absolument majeur pour prendre les bonnes décisions. C'est la garantie d'un progrès équitable. Et donc, je crois qu'il n'y a pas
on peut l'élargir, le fluidifier, l'enrichir, mais on ne peut pas s'en passer. Et je crois qu'en effet, je conçois la Haute Autorité de Santé comme un lieu où porter et maintenir cette culture de la concertation et de l'échange. Le dialogue des savoirs, il est aujourd'hui, vous l'avez dit, beaucoup aussi la confrontation des savoirs, de ces nouveaux savoirs avec des savoirs dits académiques, avec des expertises scientifiques, qui, on a l'impression, vu du lointain, vu de l'opinion, ces expertises scientifiques paraissent de plus en plus malmenées et puis marginalisées aussi par ces nouveaux savoirs qui prennent de plus en plus de terrain. Est-ce que cette marginalisation, pour vous, est inévitable et comment la Haute Autorité de Santé peut justement réaffirmer la place et le rôle de cette expertise scientifique? Je crois qu'au quotidien, nous voyons que ces savoirs, ils sont extrêmement complémentaires. Les savoirs d'expérience, par exemple ceux qui sont utilisés dans les services de santé ou dans les services sociaux et médico-sociaux, ils doivent être absolument intégrés à l'évaluation. D'ailleurs, on le fait partiellement déjà. Nous avons mis en place, vous savez, notre système ISATIS, où tous les patients hospitalisés en France pour les soins aigus reçoivent un questionnaire, alors qui est certes un questionnaire partiellement de satisfaction, mais qui est également un questionnaire d'expérience, soit à travers de questions fermées, soit aussi à travers de possibilités de commentaires ouverts. Alors, il faut qu'on progresse beaucoup. Par exemple, ces commentaires ouverts ne sont absolument pas assez pris en compte, analysés, utilisés pour progresser. Et là, le numérique pourrait nous aider. Par exemple, on voit que les logiciels d'analyse sémantique pourraient vraiment nous donner des outils pour utiliser ça. Mais pour moi, et je crois, fondamentalement, les savoirs d'expérience, c'est aussi de la connaissance. Alors, c'est de la connaissance sous une autre forme, plus qualitative que celle que nous, scientifiques, médecins, avons l'habitude de manipuler. Nous n'avons pas des pourcentages, des scores, des courbes de survie et des ratios. Mais c'est néanmoins une connaissance extrêmement importante, surtout quand elle est discutée au sein de personnes qui ont une même expérience et qu'elle devient une expertise collective d'usage. Et celle-là, elle est absolument complémentaire des connaissances théoriques, des connaissances cliniques. Et cette intégration de cette expertise collective d'usage, c'est vraiment devenu chez nous une obligation, une ardente obligation, comme dit un membre de notre collège ici présent. Et je ne crois absolument pas que ces savoirs expérientiels mettent en danger le savoir scientifique. Ils peuvent se confronter quand ils n'arrivent pas à dialoguer. Mais la connaissance scientifique est un socle absolument nécessaire. Et je dirais que ces savoirs expérientiels, ils permettent aussi à la science d'assumer un peu plus sa part d'incertitude. Nous en aurons le témoignage avec notre invité d'honneur aujourd'hui, David Schumacher, qui travaille avec une équipe qui s'est vue décerner le prix Nobel en 2017 pour la détection des ondes gravitationnelles. Il vient parler d'un projet d'astrophysique qui va révolutionner notre monde, notre perception du monde, mais qui s'est monté en 30 ans, en rassemblant 1500 spécialistes du monde entier, à travers toute la planète, et qui s'associent pour partager les résultats de leurs expériences, mais aussi leurs doutes, leurs analyses, leurs pensées, et leurs incertitudes. Et il nous montrera comment cela les a fait avancer. Donc, je crois que j'ai toujours cette certitude que l'incertitude, c'est un garant contre le dogmatisme. Et la parole scientifique, c'est aussi une parole de conviction, mais ça doit être une parole de partage. Le dialogue, il n'est pas toujours évident avec ces nouveaux savoirs parce qu'ils vont très vite. Ils viennent d'un peu partout et ils vont très vite. Et on le voit notamment dans les savoirs numériques associés aux algorithmes et à l'intelligence artificielle qui se développent à très grande vitesse, on le sait, et qui dépassent très vite le cadre des pratiques cliniques, le cadre des concertations même, et qui du coup imposent leur cadre d'une certaine manière. Face à ces algorithmes, face à cette intelligence artificielle demain, comment justement mettre en place, garder, préserver ce cadre du dialogue et de la concertation avec les savoirs existants académiques? Oui, l'arrivée massive de toutes ces données, tous ces savoirs, présente un risque. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement
important de réfléchir collectivement, comme c'est en cours, hein, à un cadre éthique et de pratique pour le mettre en place. Je crois que c'est vraiment un enjeu majeur à venir si nous voulons voir se développer la confiance et l'usage dans ces outils. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. En Europe, nous voyons que nous avons un leadership sur l'éthique des données. Et je crois qu'il faut poursuivre en allant plus loin que l'éthique des données. Il faut s'intéresser à l'éthique des pratiques, de l'utilisation de tous ces logiciels, de cette intelligence artificielle. Et ça sera extrêmement important pour cette confiance. Je donnerai un exemple que nous vivons régulièrement à l'HAS. À l'HAS, nous voyons, par exemple, nous évaluons des produits en vue de la prise en charge pour la collectivité, des médicaments. Et nous voyons arriver des innovations que les industriels mettent de plus en plus vite sur le marché. Ils ont des AMM à l'échelon européen extrêmement rapides, conditionnels, et finalement on s'appuie sur ce que nous allons pouvoir avoir comme données de la vraie vie, comme big data, a posteriori. Et on voit bien que ces données vont être un apport absolument essentiel, mais en même temps, nous sommes sur une ligne de crête où il nous faut à la fois trouver un compromis entre faciliter cette innovation, qui est utile aux patients et qui est extrêmement favorable, et puis les risques que cela engendre, à la fois pour le patient parfois, et pour un système de solidarité nationale, un système de santé qui repose sur la solidarité qui était... Il y a un autre enjeu clé qui va se jouer dans ce dialogue, on le verra dans la journée, c'est la manière dont il confronte la pratique quotidienne des professionnels de santé et de soins, la décision. Cette décision, elle est confrontée, elle est percutée de plus en plus par notamment ces savoirs expérientiels qui viennent, qui disent la réalité du vécu, qui disent le besoin d'autonomie des usagers. En quoi cette expérience patient, cette expérience usagée est-elle pour vous essentielle pour faire avancer, faire évoluer le champ de la décision en santé? Alors je crois que pour moi, les choses sont extrêmement claires. C'est vraiment pas l'inclusion de la vie des usagers, des patients, leur intégration à tous les niveaux de la chaîne, que ce soit la construction des référentiels jusqu'aux décisions individuelles ou collectives. Pour moi, c'est l'outil majeur de responsabilisation de tous les acteurs. Et quand je dis responsabilisation de tous les acteurs, ce sont les patients eux-mêmes qui ne laissent pas leurs médicaments dans le tiroir, ce sont les professionnels de santé qui font une médecine pertinente, avec égard pour les deniers publics. Ce sont les politiques qui mettent en regard les moyens qu'il faut pour mener cette politique de santé. Donc je crois que vraiment, cette intégration des patients et des usagers au sens plus large, elle est responsabilisante, elle est essentielle. Un autre enjeu qu'on va voir là aussi au long de la journée, c'est la manière dont ces nouveaux savoirs, et là notamment les savoirs interdisciplinaires, montrent que finalement on est confronté à des problématiques de plus en plus larges, de plus en plus complexes, surtout en matière de santé et de médico-social. En quoi, je dirais, l'intégration de données sociales, l'intégration de données sociétales qui sont apportées par cette recherche interdisciplinaire permet-elle de définir, de construire de manière plus ajustée les décisions et les politiques publiques? Bien, là encore, elle nous apporte des connaissances différentes et des visions un peu décalées par rapport à l'habitude. J'en donnerai un exemple. Elle nous propose des approches plus ciblées. Si je prends le dépistage, la prévention et le dépistage, on nous dit par exemple, plutôt, et on a fait une recommandation sur le dépistage de l'hépatite virale récemment, plutôt que de dépister l'hépatite dans toute la population, il y a des populations à risque. Puisque nous avons des moyens qui sont limités, concentrons-nous sur les populations à risque. Et donc, plutôt que de dépistage généralisé, allons vers des dépistages accompagnés et allons chercher les patients qui en ont le plus besoin. Donc, elles nous font modifier nos recommandations en fonction de données qui sont vraiment sociétales. D'autre part, elles ont un intérêt, c'est qu'elles portent la réflexion sur un temps long. Et vous voyez qu'en ce moment, on est tous dans l'immédiateté, dans la pression, et que prendre des bonnes décisions, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi être armé pour avoir un peu de hauteur de vue et prendre le temps.
On a dans l'assistance aujourd'hui des gens qui viennent du monde du sanitaire, et du monde du social aussi, du monde du médico-social aussi, qui sont des secteurs où la HAS aujourd'hui aussi va porter ce dialogue des savoirs. En quoi le monde du social et du médico-social sont essentiels pour enrichir, nourrir, faire avancer ce dialogue des savoirs? Alors je crois qu'on a vraiment beaucoup à s'apporter les uns les autres. Et il ne faut pas être démagogique dans les deux sens. Le côté santé a sûrement une rigueur méthodologique à apporter à la construction de référentiels, de recommandations, d'évaluation dans le système social et médico-social, de la méthode. Mais de l'autre côté, le social nous apporte des éléments sur lesquels on voit bien qu'on a du mal à avancer. Le social et médico-social est d'emblée dans une logique de parcours. Et nous voyons bien qu'en santé, c'est le parcours de vie qui compte pour le patient. Il permet une approche globale de la personne, qu'en santé, nous avons parfois du mal à faire. Et puis, il nous habitue à une dimension plus qualitative des évaluations, sur lequel, là aussi, nous ne sommes pas complètement habitués. Alors, je trouve que ce qui se passe actuellement dans le domaine social et médico-social, et en particulier à la HAS, c'est-à-dire la construction de ces questionnaires, de ces grilles d'évaluation pour les personnes accompagnées, qu'elles soient personnes âgées, personnes handicapées, nous font énormément avancer sur justement l'intégration de ces savoirs expérientiels. Il y a dans le dialogue un ingrédient dont on n'a pas parlé, dont on va beaucoup parler, qui est important aussi, c'est la confiance. On ne dialogue que si on a les bons cadres pour dialoguer, mais que si on est en confiance pour ça. Il y a un récent sondage, je crois que c'est un sondage RTL-LCI, il date de novembre d'ailleurs, qui montre que la France est championne de la défiance dans ses institutions, et en particulier dans ses institutions sanitaires. Comment répondre à cette défiance et finalement ramener et la transparence et l'indépendance qui sont essentielles pour que ce dialogue soit aussi l'endroit de la confiance? Alors, je peux vous dire que c'est une préoccupation de tous les jours, parce que s'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas l'acceptation des choix faits, et donc ils ne servent à rien. On n'a pas raison tout seul, hein. Ça ne sert à rien. Et je crois qu'en effet, les seules réponses que nous avons dans un système démocratique, c'est la transparence et l'indépendance. Alors, nous sommes soumis, comme toutes les institutions publiques, à la charte de l'expertise et de déontologie. Nous avons à l'HAS un déontologue, des commissions de déontologie qui se réunissent toutes les semaines sous la présidence du déontologue et qui veillent à tous les liens d'intérêt. Toutes les déclarations publiques d'intérêt sont publiques, vous pouvez les consulter comme vous voulez. Et puis, nous avons aussi une obligation de transparence qui est majeure. Et la transparence, ce n'est pas seulement celle de nos productions, hein. C'est celle du choix de notre programme de travail, c'est celle de nos méthodes, c'est celle de la façon dont nous intégrons les avis. Par exemple, quand vous avez un document de recommandation, vous avez tous les avis qui ont été recueillis, comment nous les avons pondérés. Et il n'y a finalement que cette transparence qui peut convaincre que la décision finale est légitime. Alors, nous n'échappons pas aussi au contrôle judiciaire, hein, et en particulier du juge administratif, comme toutes les administrations. Mais je crois que ce problème de confiance est vraiment absolument majeur pour que nous puissions accepter en société des décisions collectives. Et je crois qu'il faut qu'on y soyons extrêmement attentifs. Alors, on n'empêchera pas les procès d'intention, les attaques. Et je dirais que ce que j'ai appris en arrivant à l'HAS, qui me semblait peut-être un peu excessif quand j'étais dans mon milieu hospitalo-universitaire, c'est que nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas nous écarter de ces processus de déclaration de liens d'intérêt et de processus méthodologiques irréprochables qui peuvent sembler un peu lourds, mais qui sont la seule garantie de légitimité. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. On peut l'applaudir très fort.